grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Haloud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes lundi 23 mars 2015. Bienvenue à cette émission. Et vous qui êtes à la maison, merci donc de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur les forêts. Comme vous le savez, le 21 mars dernier, c'était la Journée internationale des forêts. Et nous avons les agents des eaux et forêts avec nous pour donc réfléchir sur la gestion des forêts au Mali. Et pour cela, nous avons comme invité Kouloutan Koulibaly, qui est point focal national de la Grande Muraille Verte au Mali. Et nous avons également Mamadou Mediou Aïdara, responsable des eaux et forêts autour de Bamako. Nous aurons en ligne Ibrahima Doumbia, ancien directeur régional des eaux et forêts de Koulikoro. Merci à vous de nous recevoir donc encore une fois chez vous. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famouza Sidibé, Petingiara est à la mise en monde. Studio Tamani. Pour la sécurité écologique d'une surface habitable, les normes internationales exigent 10% de forêts aménagées autour donc de cette zone. Mais le Mali, selon les experts, est loin donc de cette réalité. Par exemple, dans une zone comme Sikasso, seulement 0,9%, 0,19% donc des terres sont aménagées donc en forêt, constituent une forêt autour donc de Sikasso. Comme vous le voyez, le décalage est énorme et nous allons demander aux experts pourquoi un tel décalage. Mamadou Mediou Haïdara, responsable des eaux et forêts autour de Bamako. Bien, merci. En réalité, cette dégradation est due en fait à un déséquilibre entre les besoins des populations et les potentialités existantes. Déjà, on peut dire que les forêts ont une production de 0,89 mètres cubes par an et par hectare, mais les besoins des populations augmentant, et ensuite le fait qu'il n'y a pas une certaine discipline dans la gestion des forêts, ce qui fait que le taux de classement est devenu très très faible. Disons que les premiers classements après l'indépendance ont eu lieu à Sikasso, dans la région de Sikasso, depuis les années 1982. Donc c'est pour tous augmenter ce taux de classement des forêts qui devrait normalement atteindre un minimum de 15% de l'ensemble du territoire. Mais aujourd'hui, nous nous trouvons avec 1%, moins d'1% de classement de l'ensemble des forêts. Et comme je l'ai dit, ça c'est dû à l'indiscipline, si vous voulez, de la population et également l'insuffisance de suivi des agents de forestiers pour arriver à un taux de classement conséquent. Le classement, non seulement le gouvernement doit s'impliquer pour augmenter le taux de classement, mais il est également demandé aux collectivités territoriales, chaque collectivité en ce qui la concerne, de pouvoir travailler dans le sens d'augmenter le taux de couvert. Et comme les transferts de compétences ne sont pas encore effectifs, voilà un certain nombre d'éléments qui empêchent cette augmentation. D'accord. Alors, nous avons également avec nous Kouloutan Koulibaly, point focal national de la Grande Muraille Verte. Alors, dites-nous en deux mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la définition de cette Grande Muraille Verte? Merci. La Grande Muraille Verte, comme si nous passons un peu à l'historique, c'est depuis les années 1985, le Mali avait élaboré un programme national de lutte contre la désertification. Et ce programme comprenait un projet de barrière verte. Donc l'idée était de freiner l'avancée du sable vers les régions sud. Et donc cette idée, malheureusement ce programme de lutte contre la désertification n'a pas pu être financé. Et c'est en 2005 que l'idée de la Grande Muraille Verte a ressurgi, parce qu'il y avait eu d'autres expériences dans d'autres pays aussi, pas seulement au Mali. C'est le président du Nigeria, Obasanjo, qui a lancé Great Green Wall en anglais en 2005. Donc cette idée a été endossée par l'Union africaine
et la CINSAD à l'époque, et on a décidé de signer une convention pour les 11 pays du Sahel, donc du Dakar jusqu'à Djibouti, pour assurer un développement durable dans la bande aride de l'Afrique, le long de l'ISOET 400, de développer les activités de gestion durable des terres, de créer des bandes de rétention pour freiner l'avancée du désert. En ce qui concerne le Mali, surtout protéger le fleuve Niger contre l'ensablement. Donc voilà comment est venue cette notion. C'est une métaphore. Quand on dit Grande Muraille Verte, c'est une métaphore. Sinon, c'est un développement durable intégré dans la zone aride du Mali. Alors, nous avons également en ligne Ibrahima Doumbia, ancien directeur régional des eaux et forêts. Monsieur Doumbia, dites-nous aujourd'hui, quel est le défi d'un directeur régional pour maintenir les forêts classées à l'État? Bien, merci monsieur. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute de cette émission et je salue également mes collègues des eaux et forêts. Bon, vous savez, les enjeux sont très importants, mais en face, les moyens ne sont pas mis à disposition. Quand vous prenez les forêts classées qui sont dans les... Il y a aussi la mentalité. Quand vous prenez les forêts qui sont dans les différentes régions aujourd'hui, vous voyez qu'il y a très peu d'investissements. Il n'y a même pas de protection, a fortiori, des investissements. Et on ne parle même pas d'augmentation de superficie. Donc les forêts classées sont généralement laissées à elles-mêmes. Et donc, comme l'a dit M. Aïdara, les besoins s'augmentant, les populations dans ces forêts, exploitent souvent avec la complicité des agents malheureusement. Et donc, il n'y a pas en fait une planification à long terme, ou même à moyen terme ou à court terme, pour développer ces forêts, pour augmenter la superficie des forêts classées. Donc, quelqu'un qui est au niveau régional, eh bien, il suit les instructions du niveau national. Son défi majeur, c'est de protéger les forêts qui sont à sa disposition. Et malheureusement, là, il n'a pas les moyens pour le faire. C'est un peu cela. Le défi. Merci beaucoup, M. Doumbia. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, en 2006, on estimait le nombre de forêts classées au Mali à une centaine et une dizaine autour de la ville de Bamako. Alors, dites-nous, aujourd'hui, est-ce que ces forêts existent toujours? Ces forêts classées existent toujours au Mali, une centaine et une dizaine autour de Bamako. Mamadou Mediou Haïdara, responsable des eaux et forêts autour de Bamako. Oui, effectivement, ces forêts existent, mais sont sérieusement dégradées. Je rappelle que c'est 107 forêts classées pour une superficie de 788 111 hectares, soit moins de 1% du territoire national, alors que la norme internationale est estimée à environ 30%. Et certains estiment au moins un minimum de 15%. Mais au Mali, c'est 1%. Aujourd'hui, le taux de classement, c'est 1%, au lieu de 30% qu'on devrait avoir. Donc le minimum 15%, voilà, le minimum n'est pas encore atteint. Donc non seulement nous avons ces 107 forêts classées, mais il faut aussi se dire qu'on a des aires protégées. Et là, c'est surtout dédié à la faune. Et là, ça fait 27 aires protégées pour une superficie d'environ 9 millions d'hectares. Et le problème le plus important, c'est cette exploitation abusive dont l'ensemble de ces forêts classées font l'objet aujourd'hui. Et cette dégradation est tellement forte que parfois on n'arrive pas à faire la distinction entre une zone classée et une zone non classée. Donc pour illustrer l'état de dégradation de ces forêts, je voudrais prendre 3 forêts autour de Bamako. La forêt classée du Sounsan, de la Faya et puis des monts Mandeng. Disons que ces forêts aujourd'hui sont âgées de 79 ans pour la forêt classée des monts Mandeng. Donc le classement remonte à 70 ans. 79 ans. 19 ans. Depuis 1939, ça c'est classé. Pour la Faya, ça fait 72 ans et puis pour les monts Mandeng et pour le Sounsan du moins, ça fait 62 ans de classement.
Et lorsque on a fait les inventaires en 2004, on s'est rendu compte que le taux de dégradation était tellement fort de 96 à 2004. On a fait une comparaison et on s'est rendu compte que quand on prend la couverture générale au niveau de la Faya, par exemple, c'était 66% des forêts, des savanes boisées. Et en 2004, on s'est rendu compte que ça s'est ramené à 12%. Et par contre, c'est la savane arbustive, là où il y a des petits arbres, qui a augmenté et qui a passé de 12% à 50%. Quand on va au niveau du Sounsan, c'est pareil. La forêt classée des Monts Manding, c'est pareil. Et également, un autre élément très important, ça c'est le volume du bois qui a diminué de 45% de 1996 à 2004 par rapport au volume attendu au niveau de la Faya. Ça a diminué de 24% au niveau du Sounsan et de 20% au niveau de la forêt classée des Monts Manding pour illustrer le niveau de dégradation. Est-ce que la démographie a quelque chose à avoir dans? Bien sûr que la démographie a quelque chose, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? La forêt aussi croît, il y a un certain accroissement au niveau de la forêt. Et normalement, on ne devrait pas dépasser l'accroissement au niveau de la forêt. La consommation ne doit pas être supérieure à l'accroissement de la forêt. Mais on s'est rendu compte de quoi? C'est que quand on prend la forêt classée de la Faya, c'est que l'exploitation dépasse de 250% l'accroissement au niveau de la Faya. 190% au niveau du Sounsan et 160% au niveau des Monts Manding. Ça veut dire que c'est comme quand on gère quelque chose, on a dépassé le bénéfice de 250%. Voilà et finalement, la forêt va continuer à se dégrader. C'est cette situation qu'on est en train de vivre actuellement. D'accord. Alors, Kouloutan Koulibaly, vous êtes point focal national de la Grande Muraille Verte. Là, on parle des forêts classées. Est-ce que d'autres forêts existent à côté de ces forêts classées? Sont-elles nombreuses? Comme vous le savez, le domaine forestier, c'est-à-dire qu'il y a les forêts classées. Ça, c'est des forêts qui sont classées très souvent depuis le temps colonial au nom de l'État. Ça, ce sont les forêts de l'État. Et il y a le reste du domaine forestier qui est constitué ce qu'on appelle le domaine protégé. Donc, ce sont ces forêts qui se trouvent au niveau des terroirs villageois. Donc, dans le cadre de la Grande Muraille Verte, il s'agira dans la zone d'intervention qui concerne 6 régions du Mali, de justement... Comme il l'a dit, Aïdara l'a dit tantôt, les collectivités aussi peuvent procéder à des classements pour augmenter le taux de couverture du pays. Et les forêts classées seules ne suffisent pas. Il vous a dit que c'est un taux très faible de classement. Donc il s'agit d'augmenter ce taux de classement et en même temps protéger, gérer durablement les forêts du domaine protégé pour permettre au pays justement que cette forêt joue son rôle. Parce que la forêt, ce n'est pas seulement la production de bois. La forêt joue un rôle important dans l'atténuation des extrêmes systèmes écologiques et le climat. La pluviométrie, donc tant d'autres fonctions qu'une forêt assume. Donc la forêt, ce n'est pas seulement le bois énergie. Donc si, avec l'ère des changements climatiques, si on continue à détruire les forêts, ça serait vraiment dangereux pour le pays. Il faut un minimum d'un taux de couverture de 15%, comme il l'a dit. Donc la Grande Muraille vise à atteindre ces 15% dans sa zone d'intervention. Est-ce que vous êtes optimiste? Je suis optimiste, mais toujours, il faut le dire aussi, c'est le financement il faut que l'État fasse de l'environnement. Alors, Doumbia parlait tout à l'heure de mentalité. Est-ce que cela aussi pose un problème? Il y a les mentalités, mais il y a aussi le soutien politique. Il faut qu'on arrive à financer les autorités à financer les forêts, parce que les forêts, c'est le départ même du développement. Voilà. D'accord, nous allons observer quelques secondes de pause. Ensuite, je vous donne la parole pour poursuivre cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est notre compte Twitter, notre compte Facebook, notre page Facebook, et notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Vous pouvez donc réagir à cette émission en direct sur notre compte Twitter et également sur notre page Facebook. Alors aujourd'hui, nous parlons des forêts. Comme vous le savez, avant-hier, c'était la journée internationale des forêts. Nous sommes avec les experts pour débattre, donc réfléchir sur la gestion qui est faite aujourd'hui de cette
cette forêt, des forêts au Mali. Alors, je pose la question suivante à Ibrahima Diallo. Ibrahima Diallo, vous êtes... Ibrahima Doumbia, pardon. Ah, je vous transforme en berger aujourd'hui. Ibrahima Doumbia, vous êtes ancien directeur régional des eaux et forêts de Koulikoro. Dites-nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on obtient le classement d'une forêt? Et qu'est-ce qu'on fait dans une forêt classée? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'y faire? Bon, il y a une procédure pour le classement des forêts. Cette procédure-là, non seulement il y a un aspect technique, il s'agit d'identifier des zones qui présentent un certain intérêt du point de vue non seulement de la faune, mais aussi un peu de la flore, de la densité et les espèces qui existent. Donc, une fois que ce travail d'identification est fait par les agents à la base, en ce moment-là, un travail technique plus poussé est fait pour faire cartographier tout ça là. Et en ce moment-là, il y a une commission au niveau du cercle qui se met en place pour gérer d'abord et qui comporte aussi les populations qui sont concernées par la forêt en question. Parce que comme vous le savez, les populations tirent beaucoup de besoins, presque la totalité de leurs besoins en bois de ces forêts-là. Et donc, on ne peut pas classer une forêt parce qu'un classement, c'est un processus restrictif dans l'exploitation. Donc, les populations aussi sont impliquées et on leur donne d'abord l'information que l'État a l'intention de classer telle zone à les limites à peu près. Et donc, que les populations manifestent si elles ont d'autres droits que des droits coutumiers, qu'elles puissent les mener. Un cahier est ouvert à cet effet au niveau du CEP. Une fois que ce processus est bouclé en un mois, en ce moment-là, la commission de classement, le document est validé, est ficelé et envoyé au niveau national pour être validé. Et en ce moment-là, on procède au classement avec tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, l'implication de tous les acteurs qui sont concernés. Donc ça, c'est le classement. Une fois qu'on a fait le classement, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus exploiter dans cette forêt-là en dehors des droits d'usage. C'est-à-dire les populations qui sont situées tout autour de la forêt peuvent prendre le bois mort, certains produits, il y a beaucoup de produits pharmaceutiques par exemple, pour leurs besoins. Pour la médecine thérapeutique. Pour la médecine thérapeutique. Pour les besoins des populations. Pour les besoins des populations, les besoins individuels et collectifs des villages concernés, qui n'entraînent pas de transactions commerciales. Donc, pour la satisfaction seulement de leurs besoins, c'est ça, les droits d'usage. Alors, donc, une fois que ces droits d'usage sont satisfaits, personne ne peut aller au-delà. Par exemple, les éleveurs peuvent faire entrer le bétail pour pâturer, mais sortir après. L'après-midi, ils n'ont pas le droit de parquer à l'intérieur. Alors, donc ça, c'est un régime restrictif qui permet à l'État de surveiller cette zone, de développer cette zone, de faire des aménagements de façon que cette zone se développe sur le plan faunistique et sur le plan floristique. D'accord. Alors, ceci étant compris, merci beaucoup Ibrahima Doumbia. Vous restez avec nous pour la suite. Alors, Mamadou Meïdou, responsable Aïdara, vous êtes responsable des forêts autour de Bamako. Vous vouliez réagir tout à l'heure par rapport à la démographie galopante à Bamako et son effet sur les forêts autour de la ville. Oui, effectivement, de manière générale sur l'ensemble du pays, nous avons fait une étude récemment pour voir l'évolution de l'offre bilan, c'est-à-dire le bilan de la demande et puis de l'offre. Qu'est-ce que la forêt peut fournir et quels sont les besoins des populations. Donc on a fait ce bilan. On s'est rendu compte que déjà depuis 2010, le bilan était négatif. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'en 2015, c'est-à-dire cette année, ce bilan va atteindre 4 millions d'hectares, 4 millions de mètres cubes de bois en moins. Et en 2020, ça sera 7 millions de mètres cubes de bois qu'il faut normalement préserver. Mais en réalité, c'est pour montrer que toujours depuis 2010 à maintenant, on est en train de rentrer sur le capital. On a déjà dépassé, en tout cas, les possibilités de la forêt et on rentre maintenant dans le capital. Et ça, c'est dû justement à l'augmentation de la population. Et nous pensons qu'il faut
mettre en place un certain nombre d'éléments pour diminuer en tout cas cette pression. Sans pour autant diminuer la population. Effectivement. En réalité, il y a beaucoup de solutions par rapport à ça, parce qu'il faut amener les populations aussi à reboiser. Au moins, le bois à commercialiser, il faut planter. Le bois pour la consommation, les populations doivent planter. Tout comme, vraiment, on est en train de cultiver le mil et le riz. Parce qu'en réalité, il est certain qu'avec l'augmentation de la population et la restriction du potentiel forestier, c'est clair que, alors, au rythme où on est en train d'aller, dans 5 ans par exemple, il n'y aura plus de forêt autour de Bamako. Ni de muraille verte. Non, la muraille verte, non, ça doit continuer. D'accord. Okay. Alors, Kouloutan veut ajouter quelque chose. Vous êtes, je le rappelle, au point focal national de la Grande Muraille Verte. Oui. Allez-y. Merci. C'était pour dire que la Grande Muraille, justement, doit concourir aussi à compenser quand même ce gap. Donc, il est prévu en termes de reboisement environ 3 millions d'hectares qui seront réalisés sur ce tracé de la Grande Muraille, en plus des autres activités qui vont contribuer à lutter contre les changements climatiques, des effets des changements climatiques et créer des revenus pour ces populations. Parce que, comme vous le savez, la zone de la Grande Muraille Verte, c'est, comme je l'ai dit, c'est la zone aride. C'est là où on a ce qu'on appelle les émigrés écologiques. Ceux qui quittent pour aller chercher du travail en Europe ou bien. Donc la Grande Muraille veut créer l'effet contraire, c'est-à-dire créer dans cette zone les conditions pour que les gens, au contraire, au lieu de fuir la zone, que ça soit repeuplé. Vous voyez, la partie, c'est la région de Gao, Tombouctou, tout le long du fleuve. Il faut que les gens retournent pour développer cette zone du pays. Donc c'est l'un des objectifs de la Grande Muraille et protéger le fleuve Niger contre l'ensablement. D'accord. Alors une chose est de reboiser, une autre chose est de protéger cette végétation. Le gouvernement du Mali a entrepris un vaste programme d'amodiation pour simplifier la compréhension, c'est-à-dire la location des terres, des forêts à des privés. Donc ce partenariat public-privé, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui à quelques moments donc, de signature avec vous, Mamadou Mandiou Haïdara, responsable des eaux et forêts autour de Bamako? Bien, effectivement, il y a 3 contrats qui sont signés avec des privés. Autour de Bamako, vous avez 2 contrats. Un contrat qui concerne la forêt classée de la Faya avec une superficie de 80 000 hectares et un second contrat qui concerne le Sunsan au niveau du cercle de Dioula et le Banifim Baoulé dans le cercle de Bougouni pour une superficie de 50 000 hectares. Bon, ce contrat a été signé le 6 mai 2013 et de là, depuis le 6 mai jusqu'à maintenant, il y a eu un certain nombre d'activités, notamment pour essentiellement protéger les forêts et puis ces réserves de faune contre les exploitations abusives. L'opérateur a recruté plus de 40 surveillants et là, au niveau des villages, pour que ces villages également puissent bénéficier en tout cas de l'effet de cette amodiation. Et aujourd'hui, avec ces activités de surveillance, on constate maintenant une remontée biologique. Il y a des animaux qui commencent à venir, la forêt commence aussi à se restituer. Et en dehors de ça, l'opérateur a mis le paquet pour assurer la surveillance à partir d'un avion qu'il a complètement dédié à la surveillance. En dehors de ça également, il y a des activités de reboisement que cet opérateur est en train de faire. Donc le partenariat public-privé, c'est, si vous voulez, une association entre l'État et des privés pour mettre en œuvre, assurer, si vous voulez, un service public. Et ce qui est visé par ce partenariat public-privé, c'est de développer l'écotourisme. Parce qu'en réalité, les forêts, on peut tirer autre chose que l'exploitation du bois. Notamment le tourisme dans certains pays, par exemple. Comme le Kenya. Comme le Kenya. La Tanzanie. Voilà, et au niveau mondial, maintenant, c'est en 3e position l'écotourisme. Donc c'est ce qu'on a voulu développer avec ces différents partenaires qui investissent
essentiellement au niveau de ces forêts. Et maintenant, c'est les bénéficiaires, c'est-à-dire les touristes qui vont venir, qui permettront, si vous voulez, à l'opérateur de pouvoir récupérer tout ce qu'il aura investi au niveau de ces forêts. Alors Ibrahim Doumbia, vous êtes ancien directeur régional des eaux et forêts de Koulikoro. Dites-nous quel peut être l'effet bénéfique donc de cette amodiation, cette location momentanée donc des forêts au privé. L'État se désengage. Est-ce que cela a des avantages sur les populations? Bon, avant, je voudrais dire par rapport aux moyens pour faire face à la dégradation qu'il y a aussi la stratégie énergie domestique qui est mise en œuvre maintenant depuis plusieurs années. Malheureusement, on n'a pas atteint tous les avantages qu'on attendait de ça. Donc, il fallait développer des énergies de substitution, développer toutes les techniques qui permettent de réduire la consommation du bois. Donc ça aussi, c'est une stratégie qui est actuellement en cours, mais pour laquelle on attend beaucoup plus que ça. Bon, par rapport à la médiation, je pense qu'il y a beaucoup de confusion qu'on fait dans cette affaire-là. Parce que la médiation, suivant les textes qui existent actuellement, ne concerne que les réserves de faune, les zones d'intérêt synergétique ou les réserves spéciales. Ça, c'est l'article 20 des textes qui le disent. Bon, donc comment on peut amodier des forêts comme le service des eaux et forêts a fait à Yanfouila? C'est ce qu'ils ont fait. Yanfouila, Bruni, on a commencé par amodier des forêts classées, ce qui est totalement contre les textes, qui est totalement illégal. On l'a décrié en son temps et la solution qu'ils ont trouvée, c'était de transformer les forêts classées en réserve sans aucune étude qui prouve que la faune se développe, parce que quand on fait une réserve de faune, ça veut dire qu'on met l'intérêt sur le développement de la faune. Donc, l'amodiation ne concerne que la faune. Et l'amodiation, normalement, concerne une portion des réserves de faune, pas la totalité des réserves de faune, comme ils le font actuellement. Concrètement, ils ont le droit, les privés ont le droit de faire quoi? Et ils n'ont pas le droit de faire quoi? Non, j'en viens d'abord. Moi, je parle d'abord sur le plan légal même. Parce qu'une zone amodiée, c'est une aire, comme le texte, c'est une aire dont le droit d'exploitation est concédé à une personne physique ou morale, appelée guide de chasse, dans une zone d'intérêt synergétique, dans une réserve de faune ou dans une réserve spéciale. Donc, c'est une partie de la réserve. C'est une partie qu'on donne, qu'on transfère à quelqu'un, on transfère la gestion à quelqu'un et qui est délimité dans les cahiers de charges et qui lui permet donc de développer beaucoup d'activités au niveau de cette aire-là. Malheureusement, actuellement, on a donné des réserves totales à des individus, à des privés, qui n'ont pas la compétence d'ailleurs. Et vous estimez que cela n'est pas normal? C'est pas normal, c'est pas du tout légal. Normal, c'est pas même pas normal, c'est pas légal. Parce que la médiation, ça veut dire que ça doit porter sur la faune. Non seulement je l'ai dit, mais ça doit porter seulement sur une partie, pas sur l'ensemble. Le contrat de la médiation aussi se fait à une personne compétente. Les personnes qui sont là actuellement ne sont pas des compétences avérées. Parce que normalement, il y a même une procédure pour sélectionner ceux qui doivent assurer cette fonction-là. Donc cette procédure aussi n'a pas été respectée. On a choisi des gens et on leur a passé le contrat. Donc ça, c'est par rapport à la médiation. Maintenant, ce qu'on fait dans la forêt, là, ce n'est pas la médiation. Parce qu'on n'amodit pas une forêt classée. C'est ce qu'on leur a dit. Et finalement, ils ont trouvé la formule de concession. Bon, là aussi, ça présente beaucoup de confusion là-bas aussi. Parce que concession dans les textes tels que c'est dit actuellement, ça veut dire qu'on concède une partie de la forêt pour faire l'écotourisme et le tourisme de vision. Ce sont les deux choses qui sont prévues dans cette concession, dans la loi. D'accord. Alors, Monsieur Doumbia, nous allons vous demander de vous mettre un peu en retrait car nous entendons beaucoup de bruit autour de vous. Oui, malheureusement, c'est ce que je vous ai dit. Je suis chez moi. Voilà, et nous allons juste vous permettre de vous isoler un tout petit peu et pendant ce temps, on va observer quelques secondes de pause. Ok. Une réaction, un avis, un commentaire. réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester fidèle à nos programmes, au programme de Studio Tamani avec nos radios partenaires. Vous nous écoutez donc à travers l'une de nos 22 stations partenaires et nous parlons de forêt. Comme vous le savez, le 21 mars dernier, c'était la journée internationale des forêts et nous réfléchissons avec les techniciens de sa gestion au Mali. Alors, cette troisième question qui va donc être débattue, quel est à ce stade l'avenir des forêts? Pour en venir, nous allons juste permettre à un technicien donc des eaux et forêts, Mamadou Mendiou Haïdara, responsable des forêts autour de Bamako, de réagir par rapport à tout ce qui vient d'être dit par Ibrahima Doumbia, ancien directeur régional des eaux et forêts de Koulikoro. Alors, monsieur Haïdara, vous voulez réagir par rapport à cette question d'amodiation? Merci bien. Effectivement, quand on regarde les textes, c'est bien dit que la concession, c'est au niveau des forêts classées et l'amodiation également au niveau des réserves de faune. Mais quand on prend la définition même de l'amodiation, on ne peut pas définir l'amodiation sans parler de concession. Je voudrais encore rappeler une fois de plus que l'amodiation des forêts classées ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis 1955, depuis la période coloniale. Il y a un arrêté d'amodiation de forêts classées qui existe. Et malheureusement, je n'ai pas ce texte-là avec moi, mais ça existe. Donc ça, c'est très important à savoir. Il y a eu, avec le temps, peut-être quelques lacunes au niveau des textes, mais le plus important, c'est quoi? C'est pouvoir conserver ces forêts pour que, en même temps, les populations puissent bénéficier également de cette protection. C'est ça le plus important qu'on voudrait mettre en avant. Voilà, par rapport à la zone de Yanfolila, je vous dis que moi, je suis parmi les principaux acteurs qui ont classé toutes ces forêts au niveau de Yanfolila. Donc, c'était 13 forêts à l'époque. C'est nous qui avons ramené, en tout cas, élevé le taux de classement au niveau de cette région après l'indépendance. Et les zones que nous avons choisies sont sur, si vous voulez, des lignes de migration de la grande faune entre le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Donc, si vous allez voir sur la carte, c'est des cours d'eau, le Baoulé, le Ban, jusqu'au niveau du fleuve Niger. Et à l'époque, quand on a classé, c'était uniquement, on a classé avec l'intention de forêt classée. Mais au fond, en réalité, c'est là où on trouve les grands animaux, en tout cas entre le Mali, la Côte d'Ivoire et puis la Guinée. Donc, ramener ces forêts classées en réserve de faune, c'est tout à fait légitime. D'accord. Alors, nous allons voir avec vous, Koulontan Koulibaly, vous êtes point focal national de la Grande Muraille Verte. Et dites-nous aujourd'hui si l'État malien a les moyens aujourd'hui de protéger ces forêts, classées ou non. Mais bien sûr que la protection des forêts, ce n'est pas seulement l'État. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. Naturellement, avec la décentralisation, il va falloir que de plus en plus que les collectivités puissent jouer leur rôle dans cette conservation des forêts. Parce que les populations riveraines, elles doivent jouer le premier rôle parce qu'elles vivent à côté de ces forêts, elles sont en proximité. Il s'agit de les impliquer dans la gestion. Ibrahim l'a dit tantôt, il y avait cette stratégie énergie domestique qui avait voulu, pour que ces populations puissent s'impliquer dans la gestion, il faut qu'elles aient des retombées économiques. Et la stratégie énergie domestique voulait justement les impliquer dans cette gestion. Et alors, quelle peut être la nature de ces activités économiques en dehors des coupes abusives, de ces pressions-là sur les forêts? Non, c'est-à-dire qu'il s'agit de procéder à l'aménagement forestier. Une forêt, elle a une durée de vie. Un arbre, il vit, après il meurt aussi. Donc il s'agit de façon rationnelle de voir, à partir des inventaires, de voir ce qui peut être prélevé dans ces forêts en rapport avec les populations. Et ces produits qui sont commercialisés, c'est les populations qui doivent le faire. C'était ça l'idée de la stratégie. Au lieu que ce soit des citadins qui se déplacent au niveau des terroirs villageois, ils vont rentrer, ils coupent, après ils tournent le dos. Et puis, il n'y a pas de suivi après. Alors que si c'est les populations qu'on implique dans cette coupe de bois qui est surveillée par les techniciens, ils peuvent prélever du bois, vendre et aussi assurer la régénération, la protection de la parcelle qui a été exploitée jusqu'à ce que
la forêt soit remise en état. C'est ça l'approche. Alors aujourd'hui, la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est de dispatcher les techniciens autour donc, de ces forêts pour la protection. Il faut que les techniciens retournent dans la forêt. Voilà, aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes dans la représentativité donc, de ces techniciens-là en matière de protection des forêts? Est-ce que l'État a les ressources humaines suffisantes pour protéger ces forêts? C'est là le mal de la chose, parce que dans 5 ans, peut-être que les eaux et forêts, il n'y aura plus même d'agents. Tout le monde, tous les anciens sont en train d'aller à la retraite. Et depuis des années, on ne recrutait pas, alors que c'est le service le plus déconcentré. Les agents forestiers sont au niveau des communes. Et il le faut, parce que c'est là-bas qu'il y a la ressource. Non seulement il y a les effectifs qui sont en train de régresser, et aussi, il faut que ces agents, au lieu de, par exemple, certains agents qu'on voit dans des postes de contrôle, il faut qu'ils retournent dans la forêt. Parce que c'est la forêt qu'il faut surveiller. Alors, nous avons un ancien directeur régional avec nous en ligne, Ibrahima Doumbia. Vous êtes ancien directeur régional. Comment aujourd'hui permettre le retour des techniciens qui se réfugient dans la ville? Comment les pousser aujourd'hui à aller en brousse? Le problème qui se pose à ce niveau-là, c'est qu'il y a un fonds d'aménagement qui existe. Toutes les recettes qu'on fait sur l'exploitation du bois, sur l'exploitation de la faune, toutes ces recettes-là sont divisées en 2 parties. Il y a 80% pour l'État qui constitue ce fonds-là et 20% qui vont aux collectivités. Ces 80%-là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ce bonhomme qui a recruté 40 personnes, vous savez que ces 80%-là, on peut recruter plus que ça pour protéger ces forêts-là. On ne le fait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On va donner à des privés qui n'ont aucune compétence. Parce que dans le partenariat public-privé, ça veut dire que l'État et un partenaire se mettent ensemble, chacun apporte quelque chose et on fait un travail qui est un objectif pour les deux. Mais dans ces cas-là qu'ils ont donné, les gens à qui ils ont donné ces forêts-là n'ont aucune compétence, d'abord. D'accord. Alors, ils n'apportent pas... Non, attendez. Ils n'apportent pas de ressources financières parce que c'est l'État qui continue encore à financer. Alors qu'on me dise pourquoi? Non seulement ce n'est pas légal sur le plan des textes, mais en plus, il n'y a aucune consistance technique qui justifie ça. Alors ça, c'est difficile à comprendre. C'est qu'on ne veut pas. On ne veut pas protéger les forêts. Ce point de vue est compris. On ne veut pas développer la forêt dans le pays. Doumia, ce point de vue est compris. Avant qu'on vous transforme en berger, dites-nous aujourd'hui... Rassurez-vous, je ne le serai jamais. D'accord. Alors aujourd'hui, comment faire en sorte que les techniciens qui ont fui les brousses puissent retourner et convenablement travailler dans le cadre de la protection des forêts? Il faut leur donner des moyens. Il faut leur donner des motos. Est-ce que l'État aujourd'hui... En quantité suffisante, l'État ne le fait pas. Alors que le fonds forestier là est prévu pour ça. En a-t-il les moyens de le faire d'abord? Est-ce que l'État a les moyens de le faire? L'État a les moyens. C'est ce que je vous dis, les 80% sont dans un fonds d'aménagement. Personne ne sait à quoi on utilise ce fonds-là. Aujourd'hui, ils ne font rien dans ces forêts classées. Au lieu de travailler dans les forêts classées, on va donner les forêts à des privés. Alors que ces 80% peuvent servir à faire beaucoup dans ces forêts classées. On nous dit pour ce qu'on en fait. Si on donne le carburant et les motos à des agents, on peut recruter des surveillants comme celui-là l'a fait, avec ce fonds forestier-là, et aménager les forêts. Pourquoi on ne le fait pas? Alors, existe-t-il aujourd'hui des moyens de remplacement donc, de cette ressources humaines voulues par l'État et que l'État doit normalement combler ce vide? Est-ce qu'il existe des idées au niveau local pour pousser les cultivateurs, les populations à la base pour s'impliquer de plus en plus dans la protection des forêts? Les collectivités ont 20% du fonds d'aménagement de toutes ces recettes-là. Qu'est-ce qu'elles en font aussi? Elles peuvent aussi intervenir, mais puisque l'État lui-même n'est pas correct dans sa gestion, il ne peut pas en exiger aux collectivités. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Il faut responsabiliser les gens. Si l'État utilisait ses fonds correctement, il pouvait demander exiger aux collectivités d'utiliser aussi ces fonds, ces 20% pour faire quelque chose, de recruter des gens, des surveillants, donner quelques moyens par rapport à la gestion locale. À quoi servent ces fonds-là si... Demandez-leur.
Moi, je ne sais pas, ça c'est à eux qu'il faut demander à l'État. Merci beaucoup, Ibrahim Diallo. Vous restez... Ibrahim Doumbia. Je ne suis pas Diallo. Je vous répète, je ne suis pas Diallo, je suis Doumbia. Vous voulez me Ibrahim Doumbia, merci beaucoup. Vous restez avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, Mamadou Medio Aïdara, vous êtes responsable des forêts autour de Bamako. Vous vouliez réagir? Voilà, je voudrais juste réagir parce qu'en réalité, le partenariat public-privé est basé sur un contrat. Et ce contrat existe entre l'État et le privé. L'État a ses obligations aussi bien que le privé qui a ses obligations. Tout à l'heure, Kouluntan vient de nous dire qu'il faut impliquer la population. Moi, je pense que dans des situations comme ça, il faut même saluer l'implication de ces privés qui viennent mettre leur argent, parce qu'en réalité, quand on investit de l'argent en forêt, on sait que ce n'est pas en 2 ans, 3 ans qu'on peut récupérer. D'ailleurs, pour l'écotourisme, il faut attendre un minimum de 10 ans pour commencer à récupérer. Pour que ça soit rentable. Pour que ça soit rentable. Bon, par rapport au contrat, qu'est-ce qui est important? C'est l'État qui conçoit le contenu du plan d'aménagement. C'est l'État qui valide le plan d'aménagement. Et c'est l'État qui suit les réalisations. Par rapport aux investissements, l'État investit très peu. C'est le privé qui investit. Dans le cas des forêts autour de Bamako, ce privé, donc, il doit investir 1 milliard de francs CFA par an pendant 5 ans. Quel mécanisme de suivi est-ce que vous avez pour garantir cet investissement? Le mécanisme de suivi, c'est que déjà depuis le niveau direction nationale, il y a ce niveau qui élabore les termes de référence pour les suivis. Et là, on le fait 1 fois par an. Le niveau régional, le directeur régional également doit suivre 1 fois par semestre. Et au niveau du cercle, le chef de cantonnement doit quotidiennement suivre les activités à travers ces chefs de poste, à travers les agents qui sont au niveau de ces forêts classées. Et pour vous dire, par rapport aux moyens, mais ce privé a donné aux agents plus de 17 motos, payé 3 véhicules, 1 avion, pour tout ça, pour nous aider à protéger nos forêts. Et là, je trouve que ça, c'est une activité noble qu'il faut saluer. Il ne s'agit pas vraiment de s'attaquer uniquement au texte, mais il s'agit de voir dans quelle mesure ça peut être rentable. L'État a besoin de quoi? Au moins de protéger ses forêts. Et là, aujourd'hui, l'exploitation a diminué, d'après le chef de poste de la FAIA, a baissé de 10 fois. Voilà, ça c'est des actes vraiment des baromètres. Voilà. Alors, nous allons voir avec vous, Kouluntan Coulibaly. Vous êtes donc responsable de le point focal donc, de cette muraille verte. Dites-nous, aujourd'hui, les populations riveraines des forêts pourront-elles survivre aux différentes mutations? Est-ce que la grande muraille verte conçoit des idées allant dans ce sens? Bon, en fait, comme je vous l'ai défini, la Grande Muraille, c'est un programme pour le développement des zones arides. Donc, tout ce qui sera fait au niveau de la Grande Muraille, ça sera initié avec les populations. Voilà, ce seraient des idées de projets qui vont provenir même des populations pour leur assurer un développement durable dans cette zone qui est reconnue très difficile, la zone aride. Donc, merci beaucoup. Alors, Ibrahim Doumbia, vous êtes ancien directeur régional des eaux et forêts. Dites-nous un dernier mot avant de nous quitter. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'un État, quand il fait des textes, c'est lui le premier qui doit les respecter. Très bref. Tous ces contrats-là ne sont pas légaux. Ces contrats-là ne sont pas légaux par rapport aux textes qui existent actuellement. Donc, ceci étant, il ne s'agit pas de dire l'important, c'est que le privé, là, quand il amène tout ça, là, qu'est-ce qu'il attend? Un mot d'espoir avant de nous quitter. Qu'est-ce qu'il attend de tout ça? Alors, il faut que l'État lui-même prenne ses responsabilités et planifie bien. Parce que les ressources forestières, là, si ça se dégrade, ça peut atteindre un niveau de non-retour. Et si ça se dégrade, pour les reconstituer, il faut des dizaines d'années pour les reconstituer. Merci beaucoup, Ibrahim Doumbia. Merci. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous pour votre disponibilité. Merci, messieurs. J'appelle que nous étions en train de réfléchir sur la gestion des forêts au Mali. Et ceci en marge donc de la journée internationale qui s'est tenue le 21 mars dernier sur donc la journée internationale des forêts. Je suis Famoussa Sidibé. Veding Diara était à la mise en onde. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Ousmane Diadje Touré
m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain. Bonsoir pour une autre émission du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Sigika Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.